Bonjour, chers collègues. Je remercie les organisateurs et en particulier Muriel Hoth de m'avoir suggéré de faire un état de la recherche sur François Villon, un état donc que j'ai intitulé «D'une approche savante à une approche sensible». Vous verrez malheureusement que sur l'approche savante, je vais être un peu plus longue que sur l'approche sensible, en imaginant sans doute que cette approche sensible est plus directement à la portée de tout un chacun, de tout un chacune. Alors, l'œuvre qui est au programme cette année, celle de Villon, ne compte guère plus de 3000 vers, c'est peu, mais on peut être pris d'un sentiment de vertige devant la bibliographie qui s'est accumulée, toutes les couches de lecture, de notes qui ont été proposées depuis Marot. Alors la bibliographie de l'édition au programme, celle de Jean-Claude Multaler, est assez complète, elle va jusqu'en l'an 2000. Celle du tout récent volume de Jacqueline Cerchilini-Toulet en folio classique, qui a pour page de titre la belle marque de Pierre Levet de l'édition de 1489, à la fois peut aller plus loin, mais a délibérément choisi une bibliographie restreinte, outre les articles qu'elle a pu utiliser plus ponctuellement dans les notes. Pour faire une bibliographie plus complète, on a d'autres instruments. Le site sur François Villon, dû à notre collègue américain Robert Peckham, et puis aussi ce qu'on peut trouver sur Arima. Rien ne sera jamais évidemment absolument exhaustif, puisque pourront manquer quelques pages, parfois importantes, parfois utiles, dans des monographies où on n'irait pas immédiatement chercher quelque chose sur Villon. Alors, se pose la question avec Villon d'une poésie destinée ou non à des initiés, les amis, les compagnons d'autrefois, ou bien les savants d'hier et d'aujourd'hui. Théophile Gautier, en 1834, dans un article sur François Villon, qui sera repris 10 ans plus tard dans un ensemble qu'il va intituler Grotesque, exhumation littéraire, où il entend exhumer un certain nombre d'auteurs qui échappent au canon classique, et un texte qui se trouve repris en entier dans les lectures sur Villon, qui figure à la fin du volume de la Pléiade que Jacqueline Cerchilini-Toulet avait donné il y a 5 ans. Théophile Gautier, page 524, disait, lui aussi, lui déjà, que Villon était aussi curieux pour l'érudit que pour le poète. Et c'est cette tension, ce double lectorat en quelque sorte, qu'il ne faut pas oublier. Alors ce que je voudrais faire aussi, c'est dédramatiser. Et donc le poids de la bibliographie pour en appeler à lire vraiment, ou du moins essayer de lire soi-même, de lire Villon. Alors je vais procéder en 3 temps. Un premier temps qui fera un rapide parcours des manuscrits de Villon, des éditions de référence successives, pour poser en fait la question de savoir s'il y a bien une œuvre, si elle est de Villon ou si elle a été fabriquée par lui ou bien par d'autres, et j'évoquerai le vers 760 du Testament, « Un chacun est maître du sien », qu'il écrit au moment où il prétend, dans le Testament, qu'on aurait disposé de son texte précédent, le lait, sans son consentement. Un passage qui crée un lien fort entre le lait et le Testament, et qui tend déjà à faire de ces deux textes évidemment une œuvre, mais est-ce que
Est-ce que cela définitivement définit les contours de l'œuvre générale? À la différence d'autres auteurs qui ont été bien étudiés en ce sens ces dernières années, il n'y a pas chez Villon de volonté claire et affichée d'établir ses œuvres complètes. À la différence, par exemple, de Guillaume de Machaut et de son livre où je mets toutes mes choses, dont il parle dans le Voerdi, de ce qu'on sait de la réunion des œuvres de Froissart, ou bien encore de celle de Christine de Pisan qui a fait réaliser des manuscrits recueils de ses textes sous sa direction. Ou bien encore d'un poète comme Eustache Deschamps, qui certes n'a pas rassemblé lui-même son œuvre, mais l'a laissée tout entière pour qu'après sa mort, des amis comme Arnaud de Corbie, un copiste comme Raoul Tinguy, nous en livrent la totalité. La question de l'auteur en ses œuvres est redevenue importante sur nouveau frais en quelque sorte, après le passage des années 60-70 qui avait vu la mort de l'auteur. Cette question est redevenue importante et son importance se signale par exemple par l'écriture par Sylvia Huot en 1987 d'un livre devenu classique, From Song to Book. La différence avec ce qui se réalisait avant cette parenthèse de la mort de l'auteur, c'est qu'il y a eu non pas une sorte de trou d'air, mais bien une bouffée d'air pur, une autre manière d'aborder peut-être la question de l'auteur et de l'autorité. Alors pour Villon, les manuscrits, sauf sans doute le manuscrit C, qui est devenu le manuscrit central des éditions de Villon, tous les manuscrits sont des copies anthologiques, c'est-à-dire qu'elles réunissent des œuvres choisies ou bien imposées par la disponibilité des textes. Des copies, d'autre part, des œuvres de Villon dont on peut se demander si elles remontent toutes à des choix d'auteurs ou bien si elles démontrent parfois plutôt des choix de copistes, qu'il nous revient de discerner, de cautionner ou pas. On le verra pour ce qui est du manuscrit C et du choix que Jean-Claude Multaler a fait. Les manuscrits n'ont été redécouverts que peu à peu. Pour le lait, ils sont au nombre de 4, les manuscrits A, B, C, F, mais aucun n'a les 40 strophes du lait devenu canonique et dans l'ordre des strophes qui sont les siennes aujourd'hui. Pour le Testament, nous avons 6 manuscrits, les mêmes A, C et F auxquels on ajoute H, P et R, mais aussi la grande anthologie, en particulier lyrique, publiée par Antoine Vérard en 1501 sous le nom de Jardin de plaisance et Fleurs de rhétorique, qui réunit toutes sortes de textes de nombreux auteurs. Seul de ces 6 manuscrits, le manuscrit C a tous les 8 sauf le 39e, strophe de la mort macabre, strophe que Jean-Claude Multaler a choisi d'emprunter au manuscrit F, tandis que Jacqueline Cerchilini-Toulet la reprenait à un autre imprimé, l'imprimé de Pierre Levet, donc premier imprimé de Villon qui nous reste, parisien, en 1489. Donc seul le manuscrit C a tous les 8 sauf 1, et les 19 pièces insérées, soit 3 rondeaux et 16 ballades, pièces lyriques dont Clotilde Dauphin parle dans sa conférence. Dans le manuscrit C, le testament est suivi par 2 autres ballades que donc Jean-Claude Multaler a choisi de laisser à cette place-là, une position qui est critiquable, mais qu'il ne fait pas, enfin ce maintien des 2 pièces, il ne le fait pas au nom d'une fidélité aveugle à son manuscrit de base. Ce qu'il prétend mettre en avant, c'est la question qui m'occupe dans cette première partie, à savoir celle de l'autorité du poète sur son œuvre, alors qu'en son temps, le texte continuait d'avoir une vie
indépendante des désirs de son auteur, une indépendance, une autonomie plus particulièrement sensible, évidemment, en régime manuscrit. Donc, alors même que les derniers huitains du Testament ont achevé de décrire les dernières dispositions pour les funérailles, et que les deux ballades finales servent l'une à crier à toutes gens merci et l'autre à clore le testament, comme elle l'affirme en son premier vers, le copiste de C, donc, a décidé d'ajouter deux autres ballades. Ces deux autres ballades font partie, ailleurs, des pièces que l'on a appelées soit poésie diverse, soit, comme Jacqueline Cerchilini Toulet a décidé de le faire, pièces non recueillies. Les pièces qui sont insérées, 3 rondeaux, 16 ballades, sont, pour certaines d'entre elles, connues hors du Testament. Et la question qui s'est posée, qui se pose encore, c'est de savoir si elles en ont soit été extraites, soit si elles ont pu avoir une vie antérieure au Testament, avant d'y être insérées. À la différence du lait, en effet, le Testament est indie, strophique, à insertion lyrique. Un genre dont Villon hérite, que Guillaume de Machaut a illustré en particulier avec son Voerdi, et on sait que dans son Voerdi, certaines des pièces lyriques avaient été précédemment créées et s'étaient trouvées réutilisées par Machaut. De même, dans le cas d'un contemporain de François Villon, Charles d'Orléans, au sein de la retenue et des parties d'amour, construites sur des strophes non pas huitains octosyllabiques, mais dizains décasyllabiques, plus d'autres formes, se trouvent insérées 71 ballades plus 7 autres. Et c'est poser la question de savoir si tout avait été écrit à l'occasion de la construction de cette retenue et des parties d'amour ou pas. L'inspiration de François Villon, on le sait, est bien différente de la poésie amoureuse, illustrée aussi bien par Guillaume de Machaut que par Charles d'Orléans. Une expérience ou une fiction, dans le cas de Villon, est partagée par les deux auteurs, c'est la prison. Charles d'Orléans, pourtant, a transformé délibérément sa prison réelle, son exil anglais, en une prison d'amour. Par ailleurs, le geste du recueil est comparable entre les deux auteurs. Il s'agit bien de réunir des pièces à l'intérieur d'une structure poétique qui propose un récit à la première personne. Par ailleurs, toutes les pièces fixes de François Villon ne figurent pas réunies, recueillies dans son testament. Ce que montre le tableau que vous avez peut-être sous les yeux, c'est de façon très claire le phénomène de dispersion de ces poésies diverses. 3 d'entre elles sont des onicas, voire 4 si on veut bien attribuer à François Villon le petit Genin l'Avenu, qui figure au milieu de pièces de Villon dans le jardin de Plaisance et Fleurs de rhétorique et que Jean-Claude Multaler a choisi de conserver. Donc pour les 16 pièces diverses ou poésies diverses, mais c'est vrai que par rapport au recueil qui est fait dans le testament d'un certain nombre de pièces lyriques, je préfère, comme Jacqueline Cerchilini Toulet, nommer les autres pièces non recueillies. Pour ces 16 pièces, donc 7 manuscrits peuvent être convoqués, plus 3 autres pour la ballade des ennemis de la France. On voit que le manuscrit C ne conserve que 4 de ces poésies diverses, mais il est le seul à livrer, par exemple, la ballade de l'épître à ses amis, cette épître donc que Jean-Claude Multaler a laissée à la suite du testament. Le manuscrit F,
partage tout un groupe de textes avec le groupe des manuscrits et imprimés que sont I, Levet, J, Le Jardin, P et R, qui sont des manuscrits anthologiques. Mais F est le seul à posséder la ballade des contre-vérités, signée par un acrostiche dans l'envoi. Le Jardin, donc, a 8 pièces et seul il retient Janin, l'avenue, qu'on peut considérer comme un petit intrus. Enfin, dans une édition de 1489 des textes, aussi bien en vers qu'en prose, d'Alain Chartier, on trouve, c'est le seul endroit où on la trouve, la ballade dite par Auguste Longnon de Bon Conseil, signée là encore en acrostiche dans l'envoi. Restent les ballades en jargon. Ballades en jargon qui ne font pas partie du programme, mais qui figurent aussi bien dans l'édition de Jean-Claude Multaler et c'est Éric X qui s'en était occupé, que dans les éditions Pléiade ou Folio classique de Jacqueline Cerchilini-Toulet. Ces ballades en jargon sont au nombre de 5 dans le manuscrit F et de 6 textes différents dans l'édition Levet de 1489. J'en viens maintenant donc aux éditions anciennes, à leur poids et à leur importance sur la longue réception de Villon dans ses textes. L'édition Levet, c'est l'édition célèbre en particulier par ses bois et pas seulement par la marque de l'imprimeur, hein, c'est cette édition qui conserve en bois gravé les pendus au-dessus de la ballade des pendus, et puis de l'autre côté, un portrait qui n'a rien évidemment de très réaliste, au-dessus du quatrain « Je suis François, dont se me puise ». Une édition tout entière consultable, évidemment, par exemple, sur Gallica, mais dont on a autrefois fait des facsimilés. L'édition donc de 1489 est exceptionnelle en ce qu'elle est une parution de poésie française centrée sur un auteur. Il y a là donc un effort de rassemblement d'une œuvre en vue de l'édition de ce livre. Et plus que tout manuscrit, elle conserve beaucoup plus de textes de François Villon. Pour le testament, 182 des 186 huitains avec 18 pièces insérées, 8 des pièces non recueillies, un laid en 29 strophes et donc 6 ballades en jargon. C'est donc une édition comparable pour son ampleur à un manuscrit comme F, mais F n'est pas du tout centré sur la figure de Villon, puisque c'est un manuscrit qui conserve plus d'une centaine de textes d'auteurs divers. Un cas comparable à l'édition Levet, donc centré sur l'œuvre de François Villon, c'est l'édition d'Alain Chartier, hein, que j'ai déjà évoqué, même date, 1489, mais chez un autre éditeur parisien, Pierre Le Caron. Ce Chartier, que Villon cite nommément pour un laid aux amoureux malades, au vers 1805 du Testament, page 188 de l'édition de Jean-Claude Multaler, et de manière symptomatique, le nom de Villon et le nom de Chartier figurent dans la même strophe. C'est également de ce Chartier que la ballade des contre-vérités, qui commence « Il n'est soin que quand on a faim », page 304 de Jean-Claude Multaler, c'est cette ballade donc des contre-vérités qui démarque et parodie la ballade d'Alain Chartier, dont l'incipit est « Il n'est danger que de vilains », donc la ballade des contre-vérités d'un côté, la ballade des vérités ou des lapalissades d'un autre côté, pas plus exigeant qu'un roturier, suivant la réputation que l'on faisait aux vilains à cette époque-là. Un démarquage qui se manifeste par l'utilisation de la même strophe, mais surtout du même schéma et des mêmes sonorités de rime.
Et cette ballade des contre-vérités est conservée par F seul, qui la place précisément à la suite de la ballade de Chartier. Alors, donc cette publication en 1489 de l'œuvre de François Villon, même si le terme d'œuvre ne figure pas dans le titre de Levet, signale évidemment déjà l'importance du poète Villon, à côté d'un poète qui avait une célébrité bien plus importante comme Alain Chartier. Entre 1489 et l'édition que Clément Marot va donner de Villon en 1533, on a de nombreuses rééditions de ce Villon de Pierre Levet. Un important changement intervient une année avant le travail de Clément Marot. C'est chez Galliot-Dupré, donc chez le même imprimeur de Marot. Les textes de Villon adoptent sensiblement le même ordre que celui qu'elles avaient dans l'édition Levet, mais en plus, on y ajoute, pour la première fois, le recueil de ses repus franches et de ses compagnons, un texte qui date des années 1470-1480 et qui avait connu préalablement des éditions autonomes. Cette fois-ci, il est greffé donc sur les œuvres de Villon. Donc, le recueil des repus franches, le monologue du Franc Archier de Bagnolet, un texte des années 1470. Cette fois-ci, c'est la première édition conservée que cette édition Galliot-Dupré de 1532. Le monologue, c'est un texte de théâtre sur le soldat fanfaron, mais aussi un autre texte, dialogue des seigneurs de Maltais et Baillevent, même chose, première édition conservée. En 1532, donc, Galliot-Dupré agrège autour de la persona poétique du mauvais garçon et du bon folâtre des textes narratifs comme les repus franches ou théâtraux comme le monologue et le dialogue qui prolongent et développent l'idée qu'on peut se faire à la fois du personnage Villon, mais aussi du type de texte auquel ces œuvres appartiennent. En 1532, autre grand changement dans l'édition donc Galliot-Dupré, et c'est Nancy Freeman Regalado qui l'a souligné dans un article publié d'abord en anglais en 1993, repris et traduit en français en 2018 dans le recueil de ses articles sur Villon, sous le titre L'art poétique de François Villon et faits de réel, publié donc chez Paradigme. Et donc dans un article traduit donc maintenant sous le titre Recueillir les œuvres de François Villon, de Clément Marot et le passage de la poésie lyrique médiévale au recueil d'auteurs, ce qu'elle signale et souligne, c'est que dès 1532, Galliot-Dupré avait mis en titre œuvre au pluriel. Un type de titre que Galliot-Dupré avait inauguré 3 ans plus tôt pour un autre poète, Chartier, en 1529, mais aussi, toujours en 1529, pour une traduction française des œuvres de Virgile. Virgile, Chartier, Villon, donc Galliot-Dupré entendait les inscrire dans le paradigme des grands poètes dont les œuvres sont publiées, donc normalement comme un tout. Même si on voit qu'en 1532, il a rajouté toutes sortes de choses qui, à nos yeux, évidemment, sont parasites. Et donc, le grand tournant de l'édition Marot en 1533, chez le même Galliot-Dupré, consistera à garder ce titre d'œuvre au pluriel pour François Villon, mais immédiatement de délester le dit Villon, non seulement des 3 pièces parasites que sont pour Villon, pour Marot, pardon, les repus franches, le monologue et le dialogue, mais Marot va plus loin, il déleste Villon des 6 ballades du jargon. Je le cite, « Finablement, j'ai changé l'ordre du livre et m'a semblé plus raisonnable de le faire commencer par le Petit Testament
d'autant qu'il fut fait 5 ans avant l'autre. Traditionnellement, en effet, depuis Levet, l'œuvre de Villon commençait par le Grand Testament et se terminait par le Petit. Donc, d'un point de vue logique et chronologique, Marot remet en avant le Petit Testament, ce que nous appelons donc le lait. Je continue à le citer. Touchant le jargon, je le laisse à corriger et exposer aux successeurs de Villon en l'art de la pince et du croc, c'est-à-dire les outils du voleur. Sur la tradition éditoriale du Testament de Villon, donc plus précisément du Testament de Villon et pas de l'ensemble des œuvres, il y a un article important de 1977 dans Romance Philology de Meyerspier qui étudie le passage de l'édition de Marot à l'édition qui venait de commencer à être publiée en 1977, c'est-à-dire celle de Albert Henry et de Jean Richner. J'en redirai un mot plus tard. Édition Marot de 1533, qui s'était appuyée évidemment sur l'édition Levet presque exclusivement. Ce partenariat, en quelque sorte, Levet-Marot a un poids très important, puisque toutes les éditions ensuite entre 1532 et 1542 vont reprendre le travail de Marot. Ensuite, il y a un trou. Il faudra attendre 1723 pour que de nouveau soient publiées les œuvres de Villon à Paris chez Coutelier. Et pourtant, au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, dans son art poétique de 1674, il y a la fameuse phrase, le passage même qui est repris par Jacqueline Cerchellini-Toulet dans ses lectures de Villon. Ici, je suis à la page 446. Durant les premiers temps du Parnasse François, le caprice tout seul faisait toutes les louées. La rime, au bout des mots assemblés sans mesure, tenait lieu d'ornement, de nombre et de césure. Villon sut, le premier, dans ces siècles grossiers, débrouiller l'art confus de nos vieux romanciers. Marot, bientôt après, fit fleurir les ballades, tourna des triolets, rima des mascarades, à des refrains réglés asservit les rondeaux, et montra, pour rimer, des chemins tout nouveaux. Chez Boileau, il y a trace certainement de l'éloge de Villon par Marot, son éditeur de 1533, dans cet appariement en quelque sorte des deux poètes. Longtemps, on a dit que Boileau citait Villon certainement sans l'avoir lu et qu'il se trompait en utilisant un terme comme romancier, alors que certainement, il ne se trompe pas, mais entend encore dans romancier l'écrivain de langue romane. Si on ne publie plus Villon entre 1542 et 1723, on continue de le lire dans les vieilles éditions. On l'a parfois recueilli sous forme d'anthologie dans des recueils. Et puis, dès le XVIIe siècle, on va avoir l'œuvre des futurs antiquaires ou des grands bibliophiles qui vont vouloir rassembler, collectionner incunables et imprimer anciens. Alors, il est intéressant de voir chez Boileau qu'il n'y a rien avant Villon. Chartier disparaît, ou d'autres poètes de la fin du XVe siècle, comme Octavien de Saint-Gelais ou Guillaume Crétin, qui pourtant, au tournant des XVe et XVIe siècles, avaient souvent figuré dans des listes des bons auteurs. Donc il semble vraiment que chez Boileau, ce soit à Marot, certainement, que Villon doive sa promotion. Alors, c'est au cours du XVIIIe et surtout du début du XIXe siècle que l'on va redécouvrir les manuscrits qui contiennent des textes de Villon et que peu à peu le contour et le détail des éditions va changer. Il y a d'abord en 1832 l'édition de l'abbé Promso. Sa base est toujours Levet-Marot, mais aussi pour la première fois des manuscrits qui sont clairement identifiés, le manuscrit C, mais aussi le manuscrit R.
Et puis, on va ajouter des pièces diverses au fur et à mesure de leur découverte dans des manuscrits. On va donc découvrir les 5 ballades de jargon, du jargon dans le manuscrit F, un manuscrit qui est mentionné par Auguste Longnon dès 1873. On va découvrir les 3 pièces de Villon dans l'album de Charles d'Orléans, le BNF français 25 458 et sa copie, le français 1104. On va retrouver aussi donc la ballade des contre-vérités dans l'édition d'Alain Chartier. Après Ponceau en 1832, il y a le gros travail d'Auguste Longnon. Auguste Longnon qui est historien de la littérature, mais surtout historien et archiviste. On le reverra pour les redécouvertes historiques sur Villon. Donc en 1892, Auguste Longnon fait seul l'édition de Villon. Cette édition va être révisée à 3 reprises, en 1914, en 1923 et en 1932, par Alfred Foulet pour les classiques français du Moyen-Âge. Alfred Foulet utilise de plus en plus les manuscrits pour réviser le texte, mais la base reste traditionnelle, c'est-à-dire la base reste fondée sur les imprimés anciens Levet et Marot. Cette édition révisée à plusieurs reprises, est restée très importante. Elle a longtemps été l'édition, évidemment, de référence. Et c'est sur cette base qu'André Burgère avait donné le lexique complet de la langue de Villon, première édition 1957, seconde édition corrigée 1974. Un travail donc qui reste important, mais où le détail du texte est différent évidemment de celui de notre édition au programme, tout comme l'ordre des pièces diverses. C'est aussi à cela que peut servir le petit tableau que je vous ai donné, où les différents ordres sont mis en rapport les uns avec les autres. Et puis arrive le travail d'Albert Henry et de Jean Richner, qui entre 1974 et 1985 vont donner donc en 5 volumes le texte et le commentaire d'abord du testament, puis du lait et des pièces diverses, et enfin, dernier volume, un index. Pour la première fois, le texte édité est directement basé sur les manuscrits et avant tout sur C. Et c'est ce manuscrit-là qui, aussi bien chez Jacqueline Cerchilini-Toulet, chez Jean-Claude Multaler ou bien dans l'édition Lettres gothiques de Claude Thierry, a été le manuscrit de référence. Le travail énorme fourni par Albert Henry et Jean Richner reste l'édition de référence et tous se réfèrent au commentaire qui est très important. Alors, ce qui est notable pourtant, c'est qu'il ne s'occupe pas du jargon, à la différence de ce qu'ont fait Claude Thierry, Jean-Claude Multaler avec Éric Hix et Jacqueline Cerchilini-Toulet. Donc on voit bien que le périmètre de l'œuvre de Villon continue de poser question. Alors certes, le jargon n'est pas au programme de l'agrégation, mais pourtant il pèse sur la réception critique moderne, et d'abord pour ce qu'il permet ou non d'imaginer de la vie du poète, et j'en reparlerai plus tard. J'en viens donc à mon deuxième temps, que j'ai intitulé, d'après Marot, l'industrie des laits, et qui porte sur l'histoire et la biographie, le danger que court le texte d'être enseveli sous un contexte historique trop envahissant. Alors, Marot, on le sait, déclare s'être attaché non seulement à remettre de l'ordre dans les pièces, mais à corriger le texte d'un Villon qu'il dit « blessé en ses œuvres, comme un homme peut être navré en sa personne ». Marot, donc, prétend s'être fait chirurgien à la demande du roi pour soigner un homme qu'il juge, c'est Villon évidemment, le meilleur poète parisien qui se trouve, un poète qu'il propose en modèle aux jeunes poètes, non pas pour des règles de versification qui ont changé,
et dont a parlé Clotilde Dauphin, mais pour ses sentences, accueillir comme belles fleurs, pour sa veine, c'est-à-dire son inspiration, mêmement celle dont il use dans ses ballades, qui est vraiment belle et héroïque. Bref, il n'a manqué à lire Marot, il n'a manqué à Villon pour atteindre le sommet du Parnasse et ne pouvoir en être délogé, que d'avoir été nourri en la cour des rois et des princes, là où les jugements s'amendent et les langages se polissent. Donc, pour Marot, Villon est un poète de Paris, mais pas un poète de cour. C'est un poète qui offre un répertoire de fleurs de rhétorique, qui est maître ès-ballade, mais c'est un Villon sans le jargon, sans les repus franches, que Marot a délibérément donc détaché de toute lecture biographique, et en particulier donc dans son prologue, il n'est jamais question de la figure de l'individu pendable. Marot, pourtant, sent bien le poids des circonstances et surtout d'allusions précises devenues inaccessibles, donc sent bien le poids que les circonstances peuvent faire peser sur l'intelligence du texte, mais il passe outre. Je le cite à nouveau. Quant à l'industrie des laits, l'ingéniosité des laits, donc quant à l'industrie des laits qu'il fit en ses testaments pour suffisamment la connaître et entendre, il faudrait avoir été de son temps à Paris et avoir connu les lieux, les choses et les hommes dont il parle, la mémoire desquels tant plus se passera, tant moins se connaîtra ici l'industrie de ces laits dits. Pour cette cause, qui voudra faire une œuvre de longue durée, ne prenne son sujet sur telle chose basse et particulière. Le paradoxe, évidemment, c'est que tout en ayant pris comme sujet des circonstances, des allusions transitoires, la célébrité de Villon a perduré. Pierre Champion, qui cite ce passage dans son François Villon, Sa vie et son temps, première parution en 1913, donc cite ce passage de Marot et souligne le sage parti d'ignorance qui est le sien, un sage parti d'ignorance dont il prend évidemment immédiatement le contre-pied dans son François Villon, qui fait son miel de tout ce que la recherche historique a apporté à une personne du nom de Villon ou du nom de François de Moncorbier. De fait, ce sage parti d'ignorance, cette méconnaissance des choses particulières, n'avait jamais empêché de lire et d'aimer Villon. Théophile Gautier, en 1834, disait cependant, malgré le manque de documents, il est facile de faire une vie très détaillée de Villon. Mais cette vie très détaillée, évidemment, elle est tout entière dans le texte, puisqu'il ne retient comme date que les deux que l'on peut lire dans le Testament. Il est daté, donc le texte se date lui-même de 1461, évoque les 30 ans du narrateur, et donc on en déduirait que celui qui parle est né en 1431. Donc quelle est cette vie très détaillée de Villon que Théophile Gautier entend faire? C'est celle d'un poète égotiste. Le moi, le je reviennent très souvent dans ses vers, il parle de lui, il se confesse avec une charmante naïveté, il fait des retours sur lui-même, il se complaît dans les souvenirs de sa jeunesse et de son bon temps, il disserte sur la mort, sur la vertu, sur tout, car le pauvre écolier a trouvé sous Louis XI la forme digressive du Don Juan de Byron. Grotesque, romantique avant l'heure, un romantique donc du temps de Louis XI, à la différence de Byron, Théophile Gautier le met tout de même bien en bas de l'échelle, rappelle ses habitudes de vie ignobles, son teint de bohème, le fait qu'il courait les mauvais lieux et ne manquait pas une occasion de dauber sur tout un chacun. Et pourtant, ce Villon, d'après Gautier, serait capable parfois de faire preuve de sa belle âme à propos de sa mère et de la prière qu'il écrit pour elle, mais aussi de l'exemple très célèbre des 3 pauvres orphelins du Testament, puisque
Théophile Gautier n'a pas vu l'antiphrase, une antiphrase qui devient évidente quand, grâce aux exhumations archivistiques d'Auguste Longnon et d'autres historiens, on saura que ces trois pauvres orphelins sont vieux et riches. À la fin du XIXe siècle, l'histoire positiviste triomphe et on voit aussi le développement de l'histoire de la littérature. La posture que le poète prend dans ses textes, celle du mauvais garçon, de l'écolier dévoyé, va finir par rencontrer la réalité d'un personnage historique, donc que des historiens, à la suite de Longnon, vont redécouvrir dans les archives judiciaires et universitaires. Donc Auguste Longnon est le premier, en 1873, à mettre sur la main aux Archives nationales, où il est archiviste, sur le dossier du vol du Collège de Navarre de 1456 et l'interrogatoire de Guy Tabary. Tous ces documents choisis avec traduction ont été proposés en dossier par Laetitia Tabar dans le volume Villon de la Pléiade et j'y renvoie. 1456, pour le vol du Collège de Navarre, coïncide évidemment avec la date inscrite au début du lait de Villon. D'autres documents judiciaires montrent, avec 2 lettres de rémission, c'est-à-dire 2 lettres de grâce, que Villon a été mêlé à un homicide involontaire, celui du prêtre Philippe Sermoise, en juin 1455. Et dans ces lettres, il se présentait sous le nom de François Desloges ou bien François de Monterbier. Or, dans les documents universitaires, on retrouve en même temps des mentions dans des rôles, c'est-à-dire des listes d'étudiants qui ont réussi à passer leurs différents grades. Pour mars 1449, un bachelier de la faculté des arts de Paris, Franciscus de Moutcorbier. Pour 1452, licence et maîtrise des arts pour Dominus Franciscus de Montcorbier, et les 2 fois, l'étudiant est dit parisien. Un retour aux archives judiciaires pour une dernière affaire entre novembre 1462 et janvier 1463. Villon est arrêté et détenu sans doute pour le vol commis au Collège de Navarre et n'est remis en liberté que sous condition de remboursement en 3 ans de 120 francs. En janvier 1463, il est mêlé plutôt de loin que de près à une rixe avec un notaire pontifical, François Ferbou. Il est condamné à mort, il fait appel et sa peine est commuée en 10 ans de bannissement. C'est la dernière trace documentaire qui parle d'un François Villon. Après, on le sait, la légende peut commencer et en particulier chez Rabelais, Villon aura, si j'ose dire, une seconde carrière. Les 2 volumes de Pierre Champion que j'ai déjà évoqués font le point sur ce que les archives diverses nous livrent, donc à la fois sur ce personnage historique Villon, mais aussi sur les légataires et les autres personnes citées dans le legs comme dans le testament. Toute cette connaissance historique est aujourd'hui résumée dans les notes et dans l'index des noms propres que propose de façon très précise et très utile le volume de Jean-Claude Multaler. Il me semble là qu'il suffit de s'y reporter et de ne pas vouloir creuser plus loin, hein, et surtout de ne pas non plus essayer d'apprendre par cœur qui est qui faisait quoi, puisque il est important que tout un chacun puisse avoir accès à cet outil. Et peut-être peut-on puiser chez Champion ou chez d'autres ce qui peut permettre de comprendre de façon plus large et donc de façon moins ponctuelle la culture de l'étudiant Villon
une culture scolastique comme une culture non académique, avec le rappel des désordres estudiantins autour de la borne du paix au diable, hein, une affaire là aussi dont on a trace dans les documents judiciaires entre 1451 et décembre 1454, hein, et qui met en jeu d'un côté les autorités de l'université, de l'autre côté les agents de la prévôté de Paris, c'est-à-dire la police, dont Robert d'Estouteville était alors le chef. Ce Robert d'Estouteville, hein, qui est cité dans le Testament et qui reçoit en ballade, hein, une ballade dont l'acrostiche donne le nom de son épouse, Ambroise de Lorée, avec une autre référence à un pas de la Joyeuse Garde organisé en 1446 par René d'Anjou à Saumur et auquel Robert d'Estouteville avait participé. Donc la culture de l'étudiant, mais aussi plus largement l'environnement urbain, les différents quartiers de Paris, quartier latin, celui de la montagne Sainte-Geneviève, la cité, le monde de la justice, etc., différents métiers, et puis le défilé des enseignes de tavernes et des boutiques. Mais tout cela figure aussi dans l'index des noms propres. Plus que Jean Favier, plus tard dans la biographie qu'il donne de Villon chez Fayard en 1982, Champion, Pierre Champion, tente généralement d'écrire la vie de Villon en mariant les vers du poète, ce qu'il en tire, et la documentation exhumée. Entre 1456 et 1461, entre les deux textes testamentaires, Villon a bien voyagé. Il est sorti de Paris. Sans qu'on sache, par exemple, s'il a véritablement été délivré en 1461 de la prison de Main-sur-Loire, dont seul le testament parle, mais rien n'est confirmé en dehors du texte. La véritable preuve des voyages de Villon se trouve dans un livre, finalement, hein, c'est-à-dire ce livre, cet album de Charles d'Orléans, hein, le français 25 458 dont j'ai déjà parlé, où nous avons retrouvé 3 pièces de ces pièces non recueillies, et qui sont aujourd'hui considérées par tous, je crois, comme autographes. Donc, nous aurions des autographes de Villon, mais dans cet album personnel de Charles d'Orléans, nous avons des autographes du prince de Charles d'Orléans et des autographes aussi de nombreux autres poètes, professionnels ou amateurs, qui sont passés eux aussi à la cour de Blois et qui ont inscrit, souvent de leurs mains, les poèmes réalisés. Les 3 pièces en question, c'est une pièce de circonstance, après la naissance de Marie, premier enfant du vieux-duc et de la jeune Marie de Clèves en décembre 1457, donc une louange de la naissance de cet enfant. Une participation à ce qu'on a nommé à tort un concours, le concours sur un verre insipide proposé à tout un chacun. Je meurs de soif auprès de la fontaine, hein, c'est la ballade dite des contradictions. Et enfin, une ballade franco-latine en écho à un dialogue qui s'était instauré entre le duc d'Orléans et Fredet, un de ses familiers, sur le régime de santé à tenir dans l'état de mariage. Donc, Villon a passé à la cour de Charles d'Orléans. Il y a en quelque sorte une tradition poétique de Villon liée à Blois. Et on s'est demandé si certaines autres des pièces non recueillies, Ballade de la Requête, est-elle adressée au duc de Bourbon et implique-t-elle un passage à la cour de Moulins, ou s'agit-il toujours du duc d'Orléans? Mais aussi le rondeau intégré dans le testament, Mort, j'appelle de ta rigueur, qui est également conservé dans 3 chansonniers notés, c'est-à-dire avec de la musique, qui sont liés au Val-de-Loire, avec donc la musique composée par un certain Lahaye. On peut parfois, à partir du texte de Villon, imaginer qu'on va en savoir plus. Et à propos
de la ballade Je meurs de soif auprès de la fontaine ou des contradictions, page 326, dans l'édition Jean-Claude Multaler. C'est l'avant-dernier vers avant de l'envoi, avant le refrain. Que fais-je plus qu'ouer les gaiges ravouer, bien recueillis, déboutés de chacun. Les gaiges ravouer, à partir de cette expression, on a imaginé deux passages successifs à la cour de Blois, où Villon d'abord aurait obtenu une place avec des gages, puis les aurait perdus, serait revenu et aurait tenté de rentrer en grâce. C'est la lecture que Pierre Champion faisait de l'expression dans son tome 2, page 92-97. C'est aussi celle que reprend un auteur comme Gert Pinkernel, qui en 2002 a publié une biographie ou une lecture biographique de l'œuvre de Villon. Et Jean-Claude Multaler, dans son introduction, en parle très rapidement, page 18. François Villon a rencontré donc la Blois Charles d'Orléans, et entre parenthèses, une fois, deux fois, et la note renvoie donc à François Villon, biographie critique et autres études, Gert Pinkernel, 2002. Je cite Gert Pinkernel pour mettre en garde, parce qu'il me semble qu'il pousse ce type de lecture sur ce point, donc il rejoint Pierre Champion, mais sur l'ensemble de l'œuvre de François Villon, il pousse ce type de lecture biographique jusqu'aux dernières extrémités. Dernières extrémités, par exemple, parce que Villon ayant inscrit ces trois textes de sa main dans l'album personnel de Charles d'Orléans, pour ce qui est de la troisième pièce, où Villon s'inscrit en quelque sorte dans le dialogue que le duc d'Orléans avait instauré avec Frédé. Pour Gert Pinkernel, il y a là une intrusion de Villon dans un dialogue entre des familiers dont il n'était pas véritablement. Et pour lui, donc, Charles d'Orléans aurait pris en grippe son propre manuscrit à la suite de cette intrusion et l'aurait abandonné, ce qui me semble évidemment relever tout de même d'un délire psychologisant, d'autant plus que l'expression gaige ravouer signifierait bien plutôt non pas essayer de retrouver une position gagée, mais tout simplement de récupérer ce que l'on a mis en gage, récupérer sa caution, sa garantie, comme on dépose un objet mis en gage au mont-de-piété pour essayer de se faire un peu d'argent, et donc évidemment on est du côté moins du serviteur salarié que du pauvre obligé de mettre en gage tout ce qu'il peut encore posséder pour essayer d'avoir un peu d'argent. On a tenté donc plus généralement, c'est en particulier le cas de Pierre Champion, de reconstituer l'itinéraire complet de Villon entre les années 1456 et 1461. C'est cet itinéraire que Jean-Claude Multaler résume dans son introduction, page 13, tout en critiquant ensuite les fondements, mais aussi les effets. Donc Jean-Claude Multaler, pas plus que Jacqueline Cerchiellini-Toulet, par exemple, n'est enclin à poursuivre ce type de lecture instaurée du temps de Pierre Champion, mais qui se continue encore jusqu'à nos jours. Et on peut se demander si c'est pour cela que dans Le Lait, à la strophe 6, page 46, une strophe
qui ne figure pas dans son manuscrit de base, hein, c'est une strophe qui ne figure pas dans C et qu'il emprunte donc au manuscrit F. Je lis les 3 premiers vers. Pour obvier à ces dangers, mon mieux est secroué de partir. Adieu, je m'en vouais à Dangier. Donc là, on a 2 vers, hein, le premier et le troisième, qui riment ensemble et qui répètent le même mot, hein, ce qui est évidemment une rime pauvre, hein, et une rime faible, ce qui n'est pas habituel chez Villon, hein. Alors même que on pourrait corriger ici le manuscrit F à l'aide des 2 autres manuscrits A et B, hein, pour éviter cette rime du même au même. Et donc, ce qu'on attend, ce qu'on trouve dans d'autres éditions, c'est non pas la répétition de A d'Angier, mais adieu, je m'en vouais à Angier. Et Angier, qui a été considéré évidemment par les historiens comme une des premières étapes possibles du voyage ou des voyages de François Villon. Donc, peut-être est-ce la raison, hein, pour laquelle Jean-Claude Multaler, qui est sensible évidemment à la poésie de Villon, n'a pas ici corrigé, c'est-à-dire peut-être de façon plus ou moins inconsciente, la volonté de ne pas faire apparaître un élément qui conduit à suivre un Villon historique ou fictif sur les routes de France. Cependant, aller à Angier, évidemment, ne conduit pas forcément hors de Paris, puisque c'est une expression qui, comme aller à Niort, qui signifie nier, ou bien aller à Rueil, aller ruer quelqu'un, c'est-à-dire le pousser, le voler en exerçant des faits de violence contre lui, c'est une expression donc qui joue de l'homonymie pour aller à Angier avec le verbe angier-ongier, hein, qui veut dire engendrer, fréquenter sexuellement. Et donc, il s'agirait ici, pour échapper moins à des dangers de mort qu'aux caprices, aux exigences de la femme cruelle, à ses dangers à elle, le mieux donc serait d'aller voir ailleurs, partir, et de trouver des amours plus faciles. Pourquoi est-ce que j'ai cité cette strophe aussi? C'est parce que aller à Angier, comme aller à Niort, comme aller à Rueil, relève d'un vocabulaire du jargon, d'un argot qui dissimule ce que l'on veut vraiment dire. Aller à Rueil se trouve aussi bien dans la deuxième ballade du jargon, au premier vers, page 396 dans l'édition d'Éric Hix, que dans le Testament, au vers 1672, dans la leçon aux enfants perdus, page 180. Et une vingtaine de mots sont en commun entre les œuvres de Villon, telles que Marot les a conservées, et Jean Richner et Albert Henry après lui, et le jargon que certains continuent de ne pas vouloir lui attribuer. Le travail sur le jargon est d'abord ce qui a mobilisé un écrivain, mais aussi historien comme Marcel Schwob. Et je renvoie à la belle vie imaginaire de Catherine la Dentelière, écrite par lui en 1895-1896, donc au même moment où il faisait ses recherches sur Villon, mais qui, de façon très intéressante et très belle, décale sur une femme, sur une vie minuscule, une femme de peu, Catherine, toute la science qu'il a acquise sur Villon, sur ses textes, comme sur le contexte qu'on est en train, à ce moment-là, de reconstituer. Et donc, Marcel Schwob commence par travailler sur le jargon. Or, il existe des pièces judiciaires conservées aux archives de la Côte d'Or qui avaient été signalées dès 1842 par l'archiviste bourguignon Ducru. C'est le procès des coquillards, c'est-à-dire une bande de malfaiteurs arrêtés
en Bourgogne en 1455. Pardon. Or, leur procès, les interrogatoires, ont mis au jour l'argot des truands qui leur sert ce jargon. Donc dès 1842, on peut en avoir connaissance, mais c'est véritablement Marcel Schwab qui a commencé de publier ces pièces et qui les a commentées pour leur importance linguistique et littéraire, et en particulier pour l'œuvre de Villon. Villon, je le rappelle, dans la Ballade des menus propos, page 314 de l'édition Jean-Claude Multaler, dit de lui-même « Je connais qu'en parleur », il y a une variante possible ici, pipeur, jargonne. Donc je connais quand on parle en argot, ou bien pipeur, je connais quand un tricheur parle argot. Clairement, Villon a été initié à ce langage, un langage donc qu'il utilise de façon très large dans les ballades en jargon, si on veut bien les lui attribuer, mais qui l'utilise aussi dans les autres pièces. De là, on est allé évidemment jusqu'à faire la proposition que Villon lui-même ait été un coquillard et a appartenu à une bande de truands, une bande de voleurs. Donc il est fait plus que se construire à l'intérieur de ces textes une persona de mauvais garçon. Alors arrive en 1968 une sorte de pavé dans la mare avec l'ouvrage de Pierre Guiraud intitulé Le jargon de Villon ou le gai savoir de la coquille, où il prétend donc que Villon, quelqu'un qui prenait son nom, était véritablement non seulement un truand, mais aussi un homosexuel. Et puis 2 ans plus tard, en 1970, il publie sur le testament de Villon ce qu'il appelle le gai savoir de la basoche. Le testament est une sorte de comédie politico-judiciaire montée contre les autorités parisiennes, représentées par tous les légataires en particulier, et montée par un groupe de basochiens, c'est-à-dire un groupe de clercs juristes. Alors, si je parle de ces 2 livres, c'est parce que l'entreprise de décodage, d'abord sur le jargon, puis sur le testament, réalisée par Pierre Guiraud, suppose plusieurs niveaux de sens. Or, sans que le travail de Guiraud soit forcément ensuite convoqué, cette superposition des niveaux de sens a laissé des traces dans une partie des lectures de Villon. En revanche, ce qui a concomitamment été souvent oublié, c'est que finalement sa lecture n'est pas une lecture véritablement biographique comme celle de Pierre Champion ou d'autres auteurs sur Villon. Et surtout pour le testament de façon très claire, puisque le testament, à ses yeux, devient une œuvre collective. Et Villon, en quelque sorte, un nom qui désigne un collectif. Alors, il ne s'agit pas du tout d'adhérer aux thèses de Pierre Guiraud, parce que quelles sont ces thèses? Pierre Guiraud est d'avant tout lexicologue, et dans les années 68-70, ce qu'il applique au texte du jargon, les 6 ballades en jargon de Pierre Levet, à l'exclusion des 5 ballades du manuscrit F, c'est une grille proprement structurale. À ses yeux, il faut lire les textes sur 3 niveaux successifs en entendant chaque mot, chaque signifiant, en résonance avec des mots et des acceptions qui sont enregistrés par la dialectologie, telle que le FEW, le Französisches Etymologisches Wörterbuch, en rend compte. Et on a une sorte de lecture syllabique ou de lecture par mot en calembour généralisé. Quels sont les 3 niveaux pour ce code coquillard? Le premier est un niveau clair, les 2 autres non. Premier niveau, c'est ce qui est évident,
les ballades du jargon parlent de l'activité du truand, avec des conduites qui sont recommandées. Il vaut mieux fuir, il vaut mieux ruser, il faut mentir, ce qui relève encore de délits mineurs, et ce qu'il faudrait éviter, le vol, le meurtre, le faux monnayage, au regard des dangers courus en cas d'arrestation, et ça peut aller évidemment jusqu'à la torture et jusqu'à la pendaison. Bon, rien de très étonnant à cela. Mais il y aurait donc deux autres niveaux cachés sous le premier. Le deuxième, c'est qu'il est question de tricher aux cartes. Pas non plus très pendable. Et le troisième niveau, enfin, révélerait une homosexualité, mais une homosexualité qui triche, c'est-à-dire qu'il s'agirait de rendre impossible au partenaire, je cite Pierre Guiraud, une éjaculation interne en pratiquant des manœuvres de fellation superficielle. C'est en quelque sorte ce qu'il appelle l'amour noir. Et pour atteindre ces deux niveaux métaphoriques, si je puis dire, se trouve mobilisé le réseau de ce qui exprime le coup ou l'acte de frapper, aussi bien aux cartes, on réalise un beau coup, on tape le carton, ou bien dans l'amour, on peut penser à tirer un coup. Alors, un autre grand spécialiste des mots, l'auteur et le directeur du Robert, Alain Ray, a fait un compte-rendu dans la Revue Critique en 1971 de ces deux livres de Pierre Guiraud. Et il rappelle qu'on comprend à lire Guiraud le silence gêné qui a accueilli le jargon de Villon dans la critique universitaire. Et il pose deux hypothèses. Ou Guiraud a raison en entier, et sa méthode ne peut réussir que si le code est présent dans le texte, ou la pertinence de sa première lecture est seule totale ou très grande, et les trois niveaux superposés sont une exploitation systématique, au moyen de relations d'une extrême densité, de l'ambiguïté exceptionnelle de ce texte. Mais alors, si le Villon du jargon est moins fantastiquement habile, c'est Guiraud qui est un anti-poète. Alors, à mon sens, mais je me trompe peut-être, il me semble que c'est la deuxième hypothèse qui est la vraie, c'est-à-dire que seul le premier niveau de lecture est vraiment pertinent. Et Pierre Guiraud, ici, est bien un anti-poète dans la mesure où, avec lui, on a l'impression que la poésie de Villon disparaît, et elle disparaît non seulement du jargon, mais aussi du testament, puisqu'il réapplique le même type d'encodage, décodage au reste de l'œuvre de Villon. Alors reste pourtant, me semble-t-il, dans l'inconscient de la critique parfois, ce feuilletage du ou des sens, l'hypothèse d'un code qui serait, qu'on pourrait retrouver ailleurs que dans le jargon, et aussi l'idée d'un Villon homosexuel, ce qui en soi n'est pas gênant, mais qui parfois empêche de voir le texte, et si j'ose dire, de s'en contenter. Alors, il a existé une autre volonté d'encodage et de décodage de l'œuvre de Villon, c'est celle de Tristan Tzara, avec ses lectures anagrammatiques. À la différence de Pierre Guiraud, qui partait de textes obscurs, le jargon, pour aller ensuite vers les textes clairs, même s'ils sont difficiles, Tristan Tzara ne s'est jamais occupé du jargon. Et le secret de Villon, il entendait le trouver dans le reste
de l'œuvre. Et donc, c'est à partir d'un anagramme possible, mais pas absolument, comment dire, patent, ou en tout cas pas forcément acquis, qui avait été repéré par Jean Hacher dans le vers 198 du Testament, que l'idée de chercher d'autres anagrammes était née dans l'esprit de Tristan Tzara. Alors, on est à la page 94 du Testament, dans la strophe 25. Bien les vertés que j'ai aimées et aimerouées volontiers, mais triste cueur, ventre affamé, qui n'est rassasié au tiers, motte des amoureux sentiers. Au fort, quelqu'un sans récompense, qui est rempli sur les chantiers, car de la panse vient la danse. L'anagramme avait été trouvé par Jean Hacher au vers 199, qui est rempli sur les chantiers, dans rempli sur les chantiers. Jean Hacher avait retrouvé un nom cité en toutes lettres ailleurs par Villon, Itier marchand ou Itier merchant. Ce serait donc lui peut-être le quelqu'un qui, Villon étant rendu impuissant, se retirant, prendrait sa place et aurait donc la vie sexuelle qui est désormais impossible à Villon. Et là, Jean-Claude Miltaler rappelle, page 217 dans sa note, quelqu'un, cette personne serait Itier marchand, si on en croit l'anagramme, si anagramme il y a, du vers 199. Donc, on voit bien que Jean-Claude Miltaler n'est pas un partisan absolu de la lecture ici anagrammatique. Mais peut-être n'existe-t-elle tout simplement pas, et si on se réfère pour ce même passage à Jacqueline Sacchini-Toulet, elle ne parle pas d'anagramme, et pour elle, le quelqu'un ne renvoie pas à un ivrogne rival du poète, celui qui va donc être rempli sur les chantiers, mais bien à la femme infidèle. Et l'allusion sexuelle reste, puisque c'est elle qui va être remplie sur les chantiers. Alors, à propos des recherches de Tristan Tzara, pour boucler cette question, je renvoie au très beau livre de Daniel Heller-Rohazen, d'abord publié en anglais en 2013, publié ensuite à Paris en 2017 sous le titre Langues obscures, l'art des voleurs et des poètes, et le dernier chapitre est consacré non pas au secret de Villon, mais au secret au pluriel de Tristan Tzara. Je lis quelques lignes de la dernière page, page 210. Le mystère, soutiendra alors implicitement Tzara, se trouve dans la langue la plus claire de toutes. En plongeant toujours plus profond dans les eaux périlleuses des chansons et ballades de Villon, il n'a pas abandonné l'image du trésor qu'il cherchait, donc dans la langue la plus claire de toutes, trouver tout de même un trésor, fût-ce au risque de ne pas voir que la langue qu'il découvrait se trouvait à la surface du cristal et que les secrets qu'il révélait étaient les siens. Puisque le problème donc de ce sous-texte en anagramme que Tristan Tzara essayait de retrouver, c'était toujours retrouver sous le texte, à l'intérieur du texte, tisser des noms que le texte affichait par ailleurs, comme une sorte de confirmation en sourdine de ce que le texte, en pleine clarté, disait. Alors, ça avait pu lui servir pour prouver que d'autres œuvres pouvaient être attribuées à Villon, en particulier celle de Vaillant. Donc, il y avait une sorte d'extension du domaine de Villon à d'autres auteurs.
Donc, cette idée d'un Villon à décoder, donc, soit à la manière de Pierre Guiraud, soit à la manière de Tristan Tzara, continue tout de même de peser, ou va peser sur une partie de la critique, même qui ne suivait pas évidemment officiellement ces manières de faire, mais cette idée de rajouter des étages de sens au décryptage, à la lecture de Villon. Il me semble qu'il y a une sorte de danger d'effondrement, d'ensevelissement du texte et de sa puissance qui se trouve ailleurs. Je renverrai comme un exemple de cette dérive, même s'il le présente comme un hommage à son maître Jean Dufournay, Dufournay qui a été un si grand défenseur, si grand lecteur de François Villon, et même s'il le faisait à titre de pure hypothèse et de jeu, je renverrai donc au travail que Jean-Claude Aubailly avait publié en 1971 dans la Revue des langues romanes sur le vers 925 du Testament, à Saint-Satur, J sous Sancerre, un exemple de triple signification chez Villon. Puisque finalement, la dernière page de l'article aboutit, à mon sens, à l'invention d'un roman entre archives et textes du lait comme du Testament, une sorte de roman sur les relations qui auraient pu exister entre Villon, Catherine et Michaud Dufour, qui n'est pas cité dans les textes, mais qui apparaissait dans l'affaire du collège de Navarre. Et les dernières lignes de ce travail disent ainsi Villon rapproche dans sa haine l'hypocrite Catherine et le peu recommandable Sergent, en étalant leur vice au grand jour et en invitant ses anciens compagnons à se défier d'eux. Les anciens compagnons du vol du collège de Navarre. Ainsi, non seulement Villon désamorcerait la valeur de l'accusation de Michaud en l'expliquant par une rivalité amoureuse, ainsi que le pense M. Dufournay, mais de plus, il ferait retomber sur la seule Catherine la responsabilité de ses propres actes. Et donc, on touche là à l'entrecroisement dans certaines lectures entre la vie réelle qu'on suppose ou qui a existé pour un François Villon et la vie poétique dessinée par les textes. Cet entrecroisement, il remonte haut dans la critique puisque, par exemple, en 1944-1945, Alfred Foulet, à propos du lait, se demandait si les différentes versions manuscrites du lait n'étaient pas dues, pour l'une d'entre elles, à une censure, une autocensure que le poète aurait réalisée pour essayer d'échapper à la police, etc. Et André Burgère, en 1958, à propos des strophes de l'entroubli dans le lait, imaginait que ces strophes avaient pu être composées comme une sorte de circonstance atténuante que l'on pourrait produire à la police au moment où le vol du collège de Navarre serait découvert. Je n'avais pas toute ma tête à ce moment-là, donc on peut me compter cela comme une excuse. Or, il importe vraiment de faire la part des choses et surtout de faire la part belle au texte de Villon. Nancy Freeman Regalado parle d'un équilibre à tenir entre l'effort du côté de l'érudition, et puis le souci de l'effet poétique. S'il s'agit bien d'acquérir un savoir sur le texte de Villon, c'est pour le faire mieux jouer, en mieux discerner les contrastes. C'est donc passer d'une approche savante à une approche sensible. Cette approche sensible que, par exemple, un auteur comme David Mousse, dans son livre de 1967, réédité en 1992, sous le titre La poétique de François Villon, dessine bien. Ce qu'il refuse dès le départ, c'est le pathos subjectif que l'œuvre a longtemps incarné. Et ce qu'il imagine, c'est de passer d'un amour aveugle
pour un texte, un amour aveugle qui pouvait être celui des lecteurs d'autrefois, qui peut être celui encore des lecteurs d'aujourd'hui quand ils ne s'encombrent pas de toute l'annotation qui s'est accumulée autour du texte, à un amour éclairé et meilleur. Et je renverrai aussi à son article dans les actes de Villon à Oxford, où il prend comme titre précisément le drame du texte. Et ce qu'il dessine, c'est le risque du mépris et de la non-lecture qui pèse sur Villon. Alors, ce risque, il le voit apparaître dans un manuel, celui d'Enea Balmas et d'Yves Giraud, dont je cite, après donc David Mus, un certain nombre de lignes. Les rares faits attestés de sa biographie montrent que Villon a été un mauvais garçon, voleur, meurtrier sans envergure, un malfrat, une petite frappe, un étudiant qui a mal tourné, un licencié encanaillé. On a un cran d'arrêt en poche, on se bagarre pour une fille au quartier latin et on décampe en laissant un mort sur le pavé, c'est Villon. De quoi toucher certaines bonnes âmes, promptes à la sympathie pour cet enfant perdu, qui trouve le temps de faire des vers, cynique et candide, frappant sa coulpe et se cherchant des excuses. Vient le pire aux yeux de Mus, évidemment, Villon n'est poète que par occasion. Et donc c'est contre ce type de lecture, une lecture méprisante, qu'il milite. Et dans cet article de Villon à Oxford, ce qu'il dessine de manière très intéressante, c'est à ses yeux deux écoles poétiques. Villon appartiendrait à l'esthétique de la littéralité, contre celle d'une poésie du sens général explicité, de l'allégorie ouverte, de la figure flagrante. Aux côtés de Villon, il range du Bellay, d'Aubigné, Baudelaire, Verlaine, Reverdy, plus près de nous encore André Dubouchet, tandis que de l'autre, il y aurait Ronsard, Hugo, Mallarmé, Bonnefoy. Il dit encore, l'originalité de l'homme, c'est aussi sa virtuosité en fait de lieu commun, la façon ingénieuse et roborative dont il tourne à son profit le dit de l'autre. Et ce sont ces lignes qui me servent d'introduction à un troisième et dernier temps. De vieux mériens, neuve maison, la nécessité, dans la connaissance générale de la littérature médiévale, pour Villon, de pondérer l'analyse des détails d'un côté et la poétique générale de l'œuvre. Donc si la connaissance historique d'un personnage historique, François Villon, n'est pas inintéressante, c'est peut-être aussi et d'abord la langue qu'il reste à explorer, la tradition qu'il faut véritablement connaître. Pierre Guiraud, de façon intéressante, relevait l'exceptionnelle richesse du lexique de Villon si on la compare à d'autres poètes de son temps, comme par exemple Charles d'Orléans. Mais il voyait dans cette richesse bien plus grande que chez d'autres un moyen de supporter le code. Il me semble que si on se souvient, ou si on adhère plutôt à l'idée de l'esthétique de la littéralité dont parle David Mus, cette richesse, elle s'explique de deux manières, par la convocation du monde dans toutes ses réalia et dans tous ses détails, mais aussi par un souci de tous les langages, dont le jargon. Si les calembours, les allusions grivoises, les accusations sexuelles ne sont pas absentes des textes satiriques, parodiques de Villon, il faut aller au-delà, et ce sont tous les travaux qu'ont réalisés donc des générations de savants qui ont permis peu à peu de mieux comprendre le détail du texte de Villon. Ce sont les notes de Louis Thuann dans l'édition qu'il a réalisée en 1923. C'est l'énorme travail publié d'abord en 1934 d'Italo Siciliano, François Villon et les thèmes poétiques,
du Moyen-Âge. Ce sont les travaux évidemment de Jean Dufournay, de Yellow Koopmans, de Nancy Freeman Regalado, mais enfin les travaux de Jacqueline Cerchellini-Toulet. Je renvoie en particulier aux 20 pages, mais qui disent tout, qu'elle a publié en 1999 à Oxford, l'écriture testamentaire à la fin du Moyen-Âge, identité, dispersion, traces, mais de Jean-Claude Multaler aussi, les poétiques du XVe siècle, situation de François Villon et de Michaud Taillevent en 1983. Ce sont tous ces travaux qui nous permettent de lire cette poésie, donc particulièrement riche, souvent longtemps obscure, tant qu'elle ne fut pas décryptée en lisant aussi et en même temps toute la littérature antérieure, postérieure, mais aussi contemporaine, dont le théâtre. Un seul exemple de cette manière dont Villon reprend le dit des autres, des dits déjà dits pour en faire autre chose, c'est le quatrain. Le quatrain de la page 312 dans l'édition de Jean-Claude Multaler. Je suis François, dont il me puise, né de Paris en pré-Pontoise, et de la corde d'une touise sera mon col que mon cul puise. Donc, 4 octosyllabes monorimes, le plus court texte de Villon. Jean-Claude Multaler renvoie, pour le lire, aux pages 13 à 23 du livre de David Meuss, mais aussi aux nouvelles recherches de Jean Dufournay. Jacqueline Cerchellini-Toulet, dans ses notes, elle, relève que l'expression « savoir sa goule que ou combien son cul puise » est déjà attestée à la fin du XIIIe siècle dans 2 pièces. Donc l'élément, la pointe du texte, le dernier vers, sera mon col que mon cul puise, préexiste à Villon. Il la transforme légèrement, mais pas si légèrement que ça, en utilisant plutôt que goule, col, ce qui renforce immédiatement la proximité phonique de col et de cul, puisqu'ils ont alors la même structure consonantique. L'équilibre bas-haut est immédiatement, si j'ose dire, visible. Mais, autre transformation plus importante par rapport au texte cité par Jacqueline Cerchellini-Toulet, c'est que la locution est réassumée dans un discours à la première personne. Je suis François. Donc, une mise en avant de l'identité, comme dans les textes testamentaires, mais pour un autre discours. Dont il me puise. Il s'agit là d'un drame inexpliqué encore. Pourquoi être François ou se nommer François pèse, attriste celui qui parle. On a ici un usage apparemment non littéral du verbe peser. Second vers, né de Paris en pré-Pontoise, on a une poursuite de la déclinaison d'identité avec une plaisanterie qui fait passer Paris pour moins connu que Pontoise, puisque c'est la première, Paris, qui est située par rapport à la seconde. Et on a un premier effet de renversement. Mais il ne faut pas oublier, et Jean Dufournay l'a relevé, la tradition autour de Pontoise comme d'un lieu de l'identité linguistique française, tels que Conon de Béthune ou Philippe de Beaumanoir la mettent en avant. Donc Pontoise, Françoise, il y a ici un lien ancien. Troisième vers, et de la corde d'une touise, le « et » peut sembler évidemment une liaison faible, alors que ça aboutit à être un lien fort, et pas seulement parce que la corde apparaît. Une corde d'une toise, plus ou moins 2 mètres, mais une toise qui va servir à mesurer, à juger et à exécuter le jugement. Sera mon col que mon cul puise. Dernier vers du quatrain, fin d'une histoire programmée, une vie en raccourci qui se trouve donnée de la naissance, du vers 2, à une mort par la pendaison. Tout se joue sur un fil,
autour d'un déséquilibre qui voit le monde se renverser. Est-ce seulement pour rire? Est-ce de l'humour noir? Quand on voit, d'une certaine manière, si on suit David Mus, que c'est son nom qui le juge, qui le ou lui pèse et qui le conduit à la mort, comme si dans François se dessinait déjà la force d'un destin construit sur l'image du pendu. De cette baliverne ou balivernerie de 4 vers, David Mus, page 20 dans son ouvrage, finit par dire: quelle est la dernière ressource du condamné à mort, sinon de parler, d'en appeler, et ainsi de nommer ce qui l'écrase? Le langage semble rester hors d'atteinte, il absorbe toute déformation sans fléchir, même celle qui prétend le renverser. Un peu comme le rire, le langage se moque de ce qui lui donne naissance et de ce qui le nierait. De la poésie reste évidemment la langue de Villon. C'est cette langue qui rend la lecture de Villon toujours possible, en dépit qu'on en ait et quoi que l'on sache. Cette poétique, elle est magnifiquement éclairée à mes yeux par les 2 préfaces que Jacqueline Cerchellini-Toulet a données, l'une pour l'édition de la Pléiade et l'autre pour l'édition en folio classique, et j'y renvoie vraiment tout un chacun. La poétique, c'est donc la poétique du fil, la poétique du trait, un trait léger qui ne se fait jamais inscription gravée. C'est la poétique d'un fil tendu, de ce que Jacqueline Cerchellini dit être une tension électrique créant un champ magnétique. C'est page 39 de l'introduction dans la Pléiade. C'est aussi une poétique de la déliaison, de la dispersion. David Mus convoque l'idée, et Jacqueline Cerchellini le suivra, ou l'accompagnera, convoque l'idée de la poésie comme une dépense, cette dépense dont parle Bataille. La dispersion, c'est celle qui est liée d'abord à la discontinuité du dit, qui accompagne, qui fait naître et qui facilite la décomposition. Une décomposition propre au thème testamentaire qui se trouve ainsi pleinement exploité. S'il y a bien recueil de pièces à l'intérieur du dystrophique comme chez Machaut, c'est immédiatement pour les offrir, c'est-à-dire pour s'en défaire. Il est important aussi, c'est bien connu, de travailler sur la figure de l'anacolute, dans le lait, comme dans le Testament, sur une rhétorique aussi de la digression, ce que Marot appelait les mêlées et les longues parenthèses de la poésie de Villon. Villon est un être, et sa poésie est une poésie des éclats, c'est-à-dire des miniatures, mais aussi de l'éclatant, qui parfois le rapproche de la poétique des grands rhétoriqueurs. C'est enfin une poétique de la contradiction, du rire en pleurs, et je renvoie page 46, à la page 46 de La couleur de la mélancolie, la fréquentation des livres au XIVe siècle, publié par Jacqueline Cerchellini-Toulet en 1993. Là aussi, il y a une reprise, une tradition. Le rire en pleurs qu'ont connu tous ces écrivains est ressenti par eux comme le propre du jongleur, dit-elle, signe d'une condition de dépendance à laquelle tous rêvent d'échapper. Et elle donne un exemple d'Alain Chartier. Il faut attendre François Villon, jongleur sublime, pour que le rire en pleurs soit assumé comme l'expression d'une personnalité éclatée, et non plus uniquement comme le signe d'une condition ou d'une volonté de tromper. En cela, et alors même que Italo Siciliano, comme elle, s'est attaché à regarder en amont et en aval pour voir ce qui fait ou pas la singularité de François Villon, c'est en cela donc qu'elle se sépare d'Italo Siciliano, puisque pour lui, le rire en pleurs n'existe pas vraiment. Et que, par exemple, au nom d'une cohérence psychologique, il voit dans le Testament différents morceaux en strophes, pas les ballades insérées, mais différents morceaux qui se sont trouvés réunis, un morceau écrit au temps joyeux, tandis que l'autre l'aurait été à une époque triste et sérieuse.
En bref, il convient de s'approprier le texte, de s'approprier une traduction, et je remarquerai que celle de Jean-Claude Multaler commente souvent le texte au moment où il traduit, alors que celle de Jacqueline Cerchilini-Toulet revendique sa pauvreté, sa légèreté et un certain souci du rythme. J'en donnerai juste un exemple, et il s'agit évidemment d'utiliser l'une comme l'autre, tout en sachant donc quels sont leurs avantages et leurs inconvénients respectifs. Donc la strophe 25 du Testament, celle qui est remplie sur les chantiers avec ou sans anagramme. Donc je lis la traduction de Jean-Claude Multaler. Bien est vérité que bien est verté que j'ai aimé et aimeroué volontiers. Il est vrai que j'ai couru les filles et ferai volontiers encore l'amour. Mais un cœur triste, un ventre affamé, à peine rassasié au tiers, m'éloigne des chemins amoureux. Et bien qu'un autre en profite, qui est plein comme une barrique, c'est de la bouffe que vient la baise. Et donc je lis maintenant celle que propose Jacqueline Cerchilini. Il est bien vrai que j'ai aimé et que j'aimerais volontiers, mais un triste cœur, un ventre affamé qui n'est pas rassasié au tiers, m'ôte des amoureux sentiers. Après tout, quelqu'un s'en dédommage en se faisant remplir sur les chantiers, car de la panse vient la danse. Donc on peut considérer évidemment que Jacqueline Cerchilini reste au plus près du texte et parfois n'aide pas ou aide moins son lecteur, mais pour cette strophe, et uniquement pour cette strophe, je ferai remarquer que euh, euh, Jean-Claude Multaler unifie le registre. Bien est verté que j'ai aimé et aimeroué volontiers, verbe aimer, qui veut dire tout et son contraire. Mais lui dit clairement, évidemment, que c'est un type d'amour qui est un amour passager, léger. J'ai couru les filles, je ferai volontiers encore l'amour. Mais cette rupture de registre, en fait, elle s'entend plutôt plus tard dans la strophe, en particulier avec cette expression se faire remplir sur les chantiers, et puis le vers final, car de la panse vient la danse. Donc, il faut s'approprier le texte, s'approprier une traduction, et me semble-t-il, le plus souvent, et ce sera en particulier le conseil que je donnerai aux étudiants, se contenter des notes de l'un et de l'autre avant de s'embarquer dans des lectures critiques au long cours. Et si on le fait, alors il me semble que la bibliographie courte et choisie de Jacqueline Cerchilini-Toulet est alors très recommandable. Ne pas oublier que Villon a été lu, qu'il reste lisible, que sa célébrité tient aussi à cela. Et c'est quelque chose qui apparaît bien dans le groupe des lectures de Villon proposé dans la Pléiade, mais qu'aussi certainement dans sa conférence, Denis Hue mettra en lumière. Voilà, je vous remercie et je m'excuse d'avoir sans doute été beaucoup trop longue.